Bienvenue à tous. Vous êtes dans votre nouveau rendez-vous, le Let's Talk Best Business, le talk show. C'est votre nouveau rendez-vous économique entrepreneurial qui va parler business. Dans cette émission-là, on aura des rubriques comme Business Testimony. On va aller à la rencontre d'une participante qui était venue donc pour la première fois au Let's Talk Best Business, qui est aujourd'hui, qui a quitté la maison pour avoir son local. On a aussi conseil d'entrepreneur de notre expert, monsieur Stanislas Zézé. On a avis d'experts sur le fait de venir au Let's Talk Business. On aura aussi une rubrique sur le débat de l'entrepreneuriat. On va parler avec les sœurs Mayenga parce que sur ces débats-là, on a énormément de choses à dire. Sur les réseaux sociaux, beaucoup nous disent que travailler en famille, c'est compliqué. Elles vont nous donner donc leur expérience et leur avis sur la question. Suivez-moi. Vous êtes donc dans le Let's Talk Best Business, le talk show. C'est notre nouveau rendez-vous. On le dit toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. On reçoit aujourd'hui une icône du développement entrepreneurial au sein de la diaspora. Il s'agit de M. Youssouf Kamara. Il est le DG de la Maison de l'Afrique. Bonjour DG. Bonjour Alain. Merci d'être dans cette émission-là. Vous êtes partenaire de l'événement, le Let's Talk Best Business, à la première édition depuis le 14 avril 2023. À la deuxième édition, vous avez encore été là, à la Fondation Birman Laporte. Qu'est-ce qui, pour vous, vous aide ou bien vous envoie dans ce type d'événement-là? Merci Alain en tout cas de me recevoir. Déjà félicitations pour un événement de ce type-là. Qu'est-ce qui déclenche la participation de la Maison de l'Afrique à Let's Talk Best Business? C'est que l'Afrique a besoin d'évangéliser sur la question de l'économie. Et évangéliser sur la question de l'économie, ça veut dire répéter des lieux où on parle de l'économie, des lieux où on parle des facteurs de croissance économique, des lieux où on parle de réseautage, des lieux où on échange sur des modèles et des lieux où on réseaute. Mais souvent, on se dit que les entrepreneurs, ce sont des lieux importants, des forums importants, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore. Qu'est-ce que vous leur dites, vous? Alors, moi, ce que je leur dis, c'est qu'ils passent à côté d'occasions et d'opportunités de se faire un réseau, tout simplement. Alors, on répète que l'Afrique est un continent d'opportunités, certes, mais moi, je dis que le premier levier d'opportunité de l'Afrique, ce sont les hommes et des femmes qui entreprennent. Et ces hommes et des femmes qui entreprennent, au lieu d'entreprendre tout seuls dans leur coin, feraient mieux de se retrouver ensemble pour discuter, pour échanger et pour voir comment ils peuvent coopérer ensemble pour développer leurs affaires. Alors, la Maison de l'Afrique que vous dirigez, qu'est-ce que vous dites aux entrepreneurs dans ce type d'événement-là, en termes d'outils, en termes de conseils, en termes de techniques, en termes de formation? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce qu'il y a énormément de personnes qui échangent avec vous. Alors, la Maison de l'Afrique, déjà, la matière première sur laquelle je travaille, c'est l'information. En tant qu'agence d'intelligence stratégique, c'est le cœur de mon business, hein. C'est l'information. Alors, l'information est en masse. Alors, il faut trier l'information, il faut la qualifier. Une fois qu'on l'a qualifiée, de cette information-là, naît des opportunités. Des opportunités de projet, des opportunités d'accompagnement, des opportunités de mise en relation, etc., etc. Avec des États, avec des entreprises, avec des régions, avec des départements en Afrique, mais aussi des mises en relation ou des aides à implantation à des entreprises occidentales qui veulent aller en Afrique. Mais à la base de tout ça, c'est de l'information et des rencontres. Donc, pour rencontrer des entrepreneurs avec qui je peux travailler ou pour avoir l'information qui va me permettre de traduire en chiffre d'affaires une activité d'accompagnement, il faut bien que je sois dans des lieux où les entrepreneurs sont. Et pour ça, il faut absolument que les entrepreneurs des diasporas africaines acceptent d'investir pour être présents dans ces lieux-là. Parce qu'on glane dans ces lieux-là des informations, des rencontres que l'on peut traduire en chiffre d'affaires, en résultat. Donc, évidemment, il faut investir pour y être. Pour vous, personnellement, c'est quoi la satisfaction que vous avez dans ce type d'événement, pour vous, personnellement? Alors, à titre personnel, c'est très factuel, hein. J'étais à la première édition et grâce à la première édition, j'ai monté à peu près 5 projets avec 5 entrepreneurs que j'ai rencontrés ici, il y a un an. C'est-à-dire, en un an, 5 projets, c'est quand même, le ratio, il est quand même intéressant. Il est intéressant, bien évidemment. Donc, je gagne ma journée. Moi, je viens la journée ici à Let's Talk Best Business, je repars avec 5 projets, c'est parfait. Alors, on est en train de chuter DG. Pour vous, avant de conclure, quel est le conseil que vous donnez aux entrepreneurs qui sont encore réticents? Et surtout, je sais que la Maison de l'Afrique, c'est un conglomérat de plusieurs pays. Qu'est-ce que vous dites à ces pays-là par rapport, bien sûr, au Let's Talk Best Business? Oh, je dis beaucoup de choses, alors je vais essayer de le résumer. La première chose que je dis, c'est que les diasporas africaines doivent se réconcilier entre elles. Il y a trop de projets identiques qui, à mon humble avis, mériteraient de se parler pour voir dans quelle mesure
il peut y avoir une coopération pour faire des vrais projets impact. Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, c'est que les diasporas africaines, dans une posture d'humilité, doivent se réconcilier avec le continent, de façon à travailler et que leurs projets soient acceptés et puissent être implémentés en Afrique. Et la troisième chose que je dis, c'est que le plus grand levier de développement de l'Afrique, c'est les hommes et les femmes qui composent ce continent et ceux qui sont partis. Ce n'est ni le sous-sol, ce n'est ni le sol, ce sont les cerveaux, ce sont les bras, ce sont les jambes qui développeront l'Afrique. Merci DG, direction Business Testimony. Elle est aujourd'hui une professionnelle aguerrie de l'ombre à la lumière. Dans cette rubrique, elle nous retrace son témoignage depuis sa participation à la première édition du Let's Talk Best Business qui a eu lieu le 14 avril 2023. Je reçois donc Cassandre qui va nous parler un peu de ce qu'elle a pu ressentir lors de cet événement-là. Alors Cassandre, bienvenue dans cette émission, le Let's Talk Best Business, c'est le talk show. Moi, je te reçois avec énormément de plaisir, énormément de bonheur parce que ton visage est devenu aujourd'hui un visage très, très important dans cette sphère-là du Let's Talk Best Business. Pour toi, pourquoi est-ce que tu es venu à l'événement? Je suis venue à l'événement pour avoir les clés pour faire grandir mon entreprise. Qu'est-ce que tu as appris concrètement lors de cet événement-là? Honnêtement, mon mindset a totalement changé parce que quand je suis venue la première édition, justement, je travaillais dans mon studio. J'avais juste l'aspect professionnel, mais il me manquait vraiment les clés pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir mon local. Et grâce à cet événement, tout a changé. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es venu la première fois au Let's Talk Best Business, tu as appris des choses, des clés, mais concrètement, puisqu'il y a énormément de conférences, quelles sont les clés, quelles sont les thématiques que tu as abordées, qui toi particulièrement t'as touché, qui t'a permis de dynamiser ce mindset-là? Il y a eu beaucoup d'interventions, notamment celle de la servante de Dieu, Mireille Lasme, où elle a beaucoup parlé sur la relation de la relation clientèle, excusez-moi. Il y a eu aussi l'intervention de Pascaline et Delali, des femmes à forte influence. Vraiment des femmes qui ont dynamisé ton mindset par rapport à la thématique. Je me rappelle Pascaline qui parlait beaucoup de mindset, Delali aussi, et sa thématique tournait autour de millions d'euros. Je pense que ce sont des choses ce sont des choses qui dynamisent le mindset. Alors, au-delà de tout ça, comme tu le disais, tu es parti du travail de chez toi. Aujourd'hui, tu as ouvert, on va pas dire ton entreprise, mais tu es dans un très, très beau local. On voit le local même à l'écran. Et même cette belle vidéo de ton local-là, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une satisfaction pour toi? C'est une fierté même. Parce qu'avant, comme je disais, j'avais pas le même mindset et je pensais pas pouvoir en arriver là. Mais grâce à cet événement, avec toutes les clés, j'ai pu avoir cette confiance et aussi voir au-delà. Parce que j'ai appris beaucoup que quand on a un projet, il faut y croire. Et comme Pascaline, avec son témoignage, elle a frappé à toutes les portes. Même lorsqu'on disait non, elle changeait de porte. Et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Alors, dernière question pour conclure l'interview. Souvent, l'entrepreneuriat, on le dit, c'est pas un long fleuve tranquille. Toi, c'est quoi tes obstacles concrètement que tu as eus? Et puis, si tu avais des perspectives, ce serait quoi? Mes obstacles, c'était vraiment le manque de connaissances. J'avais beaucoup de lacunes. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, par exemple, faire de la veille stratégique ou autre. Mais du coup, dans cet événement, j'ai beaucoup appris à voir ma concurrence, comment s'installer, comment grandir. Et aujourd'hui, je suis plus que satisfaite parce que maintenant, j'ai envie d'entreprendre. Je vais pouvoir donner du travail à beaucoup qui ne croyaient pas en elle. Et c'est ma satisfaction. Merci beaucoup, Cassandre. Merci pour cette rubrique-là, Business Testimony. Je rappelle que je recevais dans cette rubrique précisément Cassandre qui est prothésiste ongulaire. On va recevoir maintenant l'invité du Let's Talk Best Business, Junior Mbouy. Junior Mbouy, on le disait tantôt, il est expert financier. Alors bonjour Junior, bienvenue dans cette émission. C'est le Let's Talk Best Business, le talk show. Comment est-ce qu'on passe d'une jeunesse communiste de Champigny aujourd'hui à aller jusqu'au Congo pour se positionner? Alors effectivement, je suis issu de la ville de Champigny-sur-Marne, un bastion communiste qui est l'ancien bastion de Georges Marchais. Et j'ai d'ailleurs appartenu moi à ces classes-là. Alors comment on passe effectivement de ce milieu-là au monde de la finance? Tout simplement par de la formation. Donc j'ai une formation effectivement avec un 3e cycle en finance. Et donc j'ai pu aussi, suite à ça, travailler pour les grandes institutions financières à travers la France, l'Europe et dans le monde. Et aujourd'hui, je les accompagne en fait sur tout ce qui est sujet de règles prudentielles et de normalisation bancaire. Alors vous êtes originaire du Congo. Comment se porte le pays aujourd'hui? Alors le pays est un pays qui est en pleine mutation, qui a, si vous voulez, eu une dernière élection il y a maintenant 5 ans et renouvelée avec le nouveau président Félix Tshisekedi. Donc c'est un pays qui est en mutation. Des actions ont été faites, il y a encore à faire,
Donc c'est comme l'Afrique en général où on voit qu'il y a un dynamisme qui est là, mais je pense que les gouvernements doivent mettre en place des éléments pour justement arriver à faire que l'Afrique décolle et notamment la RDC aussi. Mais à quel moment vous êtes interpellé dans votre parcours et vous vous dites, attention, le Congo, c'est un pays qui regorge énormément de ressources. À quel moment cela vous interpelle, vous, en tant qu'expert financier? Alors tout simplement, moi j'ai eu à travailler, comme je vous le disais, pour pas mal d'institutions financières dans le monde et j'ai voyagé beaucoup. Donc ce qui m'a interpellé, c'est de voir comment certains pays, et je vais faire référence aux pays du sud-est asiatique, donc les quatre dragons, Hong Kong, Taïwan, Singapour et la Corée, qui avant l'indépendance du Congo, donc dans les années 60, ce sont des pays qui avaient du retard économiquement et industriellement sur la RDC. Et quand on voit le modèle économique de ces pays, comment ils se sont développés aujourd'hui, en comparaison avec le Congo, qui a, elle, toutes les richesses nécessaires pour devenir un grand pays. Donc légitimement, à un moment donné, on se pose des questions, on se dit pourquoi certains pays n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'il faut mettre, quels sont les ingrédients qu'il manque. Qu'est-ce qui a freiné le développement du Congo? Alors, il y a eu plusieurs choses. Ce qu'on peut dire, c'est que quand il y a eu l'indépendance du Congo dans les années 60, je pense que cette indépendance est arrivée trop vite. Donc il n'y a pas eu un accompagnement assez important de l'élite, une formation de l'élite justement en RDC. Et puis, il y a eu de la gouvernance, qui, moi, je dirais que je peux qualifier que cette gouvernance a été un peu défaillante. Et surtout, pour le Congo, il y a un point qui a été très important, ça a été ce qu'on a appelé la zaïrianisation de l'économie. D'accord, c'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, qu'on a récupéré, en fait, toutes les entreprises, en fait, les gros bastions de l'industrie congolaise qui étaient à l'époque dirigés par des étrangers, des multinationales, ont été... Vous parlez d'avant la chute du président Mobutu. Alors, c'était avant la chute, tout à fait. Donc, c'est lui, justement, qui a été à l'origine, justement, de cette zaïrianisation. Donc, on a nationalisé les entreprises, mais les personnes qui ont été amenées à diriger ces entreprises n'étaient pas prêtes. Mais souvent, nationaliser les entreprises, ça crée des opportunités, même pour les nationaux. C'est quelque chose de stratégique, ça marche dans certains pays. On a des grands pays comme la Corée du Sud où la plupart des entreprises sont nationalisées. Mais pourquoi ce modèle-là, il ne marche pas sur le continent africain, notamment au Congo? Pourquoi il n'a pas marché? Alors moi, je dirais, pour répondre à cette question qui est d'ailleurs très, très pertinente, c'est que je pense qu'il y a la formation. Je pense que les gens qui ont été amenés à diriger ces grandes entreprises n'ont pas été assez formés, n'ont pas été assez qualifiés. Et d'ailleurs, quand vous regardez aujourd'hui les efforts consentis, que ce soit en RDC ou dans l'ensemble des pays africains, l'éducation n'est pas un poste prioritaire. Donc quand vous ne formez pas des élites, vous ne formez pas des gens qui sont prêts à occuper des hautes fonctions, ça devient difficile et ce sont les ressentis. Et d'ailleurs, le président a reconnu à l'époque, donc Mobutu, que ça a été une erreur d'avoir nationalisé à ce moment-là, et le pays n'a pas su en fait réattirer l'investissement étranger. Un mot sur votre livre, parce que dans ce livre-là, vous parlez d'immobilisme, de frein. Pourquoi est-ce que effectivement toutes les intelligences congolaises n'ont pas poursuivi ce changement-là? Oui, effectivement, je parle d'immobilisme parce que on voit que le pays est au ralenti depuis les années 60, même s'il y a eu effectivement une succession de gouvernements qui sont arrivés, mais le pays est au ralenti parce qu'il y a un manque à la fois de formation d'élite, mais il y a aussi effectivement un conflit qui perdure à l'est du Congo depuis maintenant 30 ans, qui fait des millions et des millions de morts, des massacres, des femmes violées, des déplacés. Et moi, j'aime bien citer Cheikh Anta Diop qui dit que pour qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait de la sécurité. Donc, comme il n'y a pas de sécurité, il y a un conflit qui est à l'est, ça freine aussi. Et après, à côté de ça, il faut que l'État mette en place des moyens pour pouvoir du moins assurer une souveraineté, à la fois politique, économique, mais aussi territoriale. Et quand on regarde la RDC, le pays, on voit bien qu'il y a un problème effectivement de souveraineté, il y a des problèmes de démocratie. Donc tous ces ingrédients font que le pays est dans un immobilisme et qu'il y a du mal à décoller. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les gouvernants qui sont sur place? Parce que dans votre discours, on parle de situation, on fait un état des lieux, on essaie de tenter de trouver les éléments et les solutions connexes pour sortir de l'ornière. Le Congo, on ne dira jamais assez, est un très grand pays, un vaste pays. On a énormément de ressources sur le continent. Mais d'où peut venir le déclic pour le développement de ce vaste pays qui est aujourd'hui, on va dire, un géant de l'Afrique? Alors moi, je dirais que déjà, pour qu'il y ait ce déclic, il faut déjà que le pays accepte sa position de leadership au niveau de l'Afrique centrale et qu'elle se dote effectivement d'organes, d'éléments, qu'elle investisse massivement. Et je dirais que pour moi, le déclic aussi, ça va passer par de l'attractivité du marché local, de l'attractivité du marché international. Pourquoi? Parce que il faut que le pays arrive à attirer des investissements étrangers. Pourquoi? Parce que plus vous allez attirer ce qu'on appelle les IDE, donc ces IDE vont venir... Les investissements directs étrangers vont venir investir localement. Et ça va être générateur, d'emploi, mais il faut que ce soit dans un cadre inclusif, on crée l'emploi localement. Et donc, cette génération d'emplois va générer de la croissance et va générer des recettes supplémentaires pour le gouvernement. Et donc, basé sur ce postulat et sur les recettes générées,
le pays pourra facilement investir dans les postes stratégiques, comme on l'a dit, la santé, l'éducation qui est prioritaire parce que on ne peut bâtir une grande nation sans éducation et aussi les infrastructures. Et si on prend le cas spécifique de la RDC, il faut un investissement dans le militaire. Sinon, oui, vous êtes expert financier. Aujourd'hui, sur le continent africain, on parle de notation financière. On a énormément de choses qui se font. Récemment, votre structure a mis en place un produit. Vous, en tant qu'expert financier, quel est aujourd'hui l'état des lieux du secteur financier mondial et quels sont les impacts, bien sûr, sur l'économie africaine? L'état des finances mondiales, vous avez vu que depuis les années 2008, on a eu une succession de crises en fait. Donc on a eu la crise de subprime qui avait démarré aux États-Unis. Suite à ça, il y a eu la crise des lettres grecques, il y a eu la crise des souverains. On a eu la crise récemment, la crise Covid, qui a impacté également les économies mondiales. Donc on a un système bancaire au niveau mondial qui est aujourd'hui connecté. Donc on est très exposé à ce qu'on appelle la notion de risque systémique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Afrique est en plein boom. L'Afrique veut intégrer le marché des capitaux. Et pour cela, je pense que l'Afrique doit mettre en place des standards internationaux pour se prémunir du risque politique, notamment, mais aussi du risque systémique de propagation des effets de crise qu'on a dans le monde. Donc, la notation pays est quelque chose qui est assez importante. Donc, moi, effectivement, avec ma société, on est en train de travailler sur un outil qui va permettre, en fait, aux banques centrales et aux banques commerciales africaines de calculer leur ratio réglementaire de fonds propres, comme le font toutes les banques internationales. Et nous, on va y adosser quelque chose une subtilité qui sera en fait de le faire à la fois aux standards internationaux, mais aussi aux standards africains. Alors, une question subsidiaire qui est très importante aujourd'hui, on parle de guerre de l'information, on parle de guerre économique. Sur le continent africain, toutes les présences des États qui sont puissants sont là. On a la Chine, on a la Russie, on a les États-Unis. Est-ce que les Africains eux-mêmes sont conscients que sur le territoire se mène cette guerre informationnelle et cette guerre économique-là? Alors c'est vrai que d'un point de vue géopolitique, géostratégique, on a la Chine, les États-Unis, l'Europe, qui, même s'il y a un petit peu en recul, qui viennent investir massivement en Afrique. Mais moi, ce que je pense, c'est que l'Afrique doit avoir un déclic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que après la colonisation, les pays africains ont gardé en fait des rapports privilégiés avec les pays colonisateurs. Donc, ils ont des partenariats ou des accords bilatéraux. Mais les pays africains ne se parlent pas entre eux, ne commercent pas entre eux. Et quand vous prenez le taux de commerce intra-africain, c'est de l'ordre de 12%, ce qui est relativement faible. Donc ça, c'est un point qu'il faut améliorer. C'est-à-dire que les pays africains doivent faire en sorte de se faire confiance parce qu'il y a des forces tout au long du continent. Et grâce à ça, en fait, on va développer notre commerce international en interne, comme c'est le cas dans certains pays notamment. Et je pense c'est des modèles qu'il faut copier en Amérique latine avec le Mercosur. On a créé des marchés communs, le marché commun sud-américain, le Mercosur ou l'ALENA. On voit que ça marche, ça c'est éprouvé. Donc l'Afrique doit se regrouper, développer son commerce international et ne surtout pas basculer d'une ancienne tutelle avec la colonisation vers une nouvelle tutelle qui est les investissements massifs chinois. On va conclure cette interview en vous demandant votre regard sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Alors, moi, ce que je dirais, effectivement, les relations entre l'Afrique et l'Europe sont des relations qui, comment dire, ne sont pas négatives. L'Africain ne rejette pas l'Europe. Ce que veulent les Africains aujourd'hui, c'est un changement de prisme, un changement de paradigme. Ils veulent construire des rapports, des relations gagnant-gagnant. On a aujourd'hui une jeunesse africaine qui est éveillée, qui a conscience des potentialités du pays. Et ce que veut cette jeunesse aujourd'hui, c'est être considérée comme un partenaire à part entière. Il n'y a pas de recette universelle pour réussir une entreprise. Donc, quand on dit à un entrepreneur de venir faire une masterclass sur comment entreprendre et réussir, en réalité, on lui demande de venir raconter comment il a entrepris, il a réussi. Parce que ma recette n'est pas nécessairement universelle. Ceci dit, les entrepreneurs ont à peu près le même parcours. Donc, à un moment donné, il y a des notions qui sont universelles, même s'il n'y a pas de recette universelle, il y a des notions universelles qui font que quand vous les suivez, la probabilité de réussite, elle est très grande. On va commencer par le projet. La première chose qu'on doit savoir quand on entreprend, c'est que votre projet doit répondre à un besoin de la société. Ça peut être un besoin d'innovation ou un besoin d'amélioration. C'est la première raison pour laquelle votre projet a des chances de réussir. Parce que votre projet vient combler un vide. Sinon, il n'a pas d'intérêt. Donc, un besoin d'amélioration, ça veut dire ce que vous voulez faire existe déjà. Mais vous voulez faire mieux. Donc, ça veut dire que dans un projet d'amélioration, vous devez avoir une valeur ajoutée.
Et donc, c'est la première question que vous posez. Quelle est la valeur ajoutée de mon projet? Si je veux faire un pressing, il y en a déjà 50 000. Pourquoi les gens viendraient chez moi et pas chez les 50 autres 1000? Et si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, ce n'est pas la peine d'entreprendre. La deuxième chose, c'est un besoin d'innovation. Donc évidemment, vous avez identifié ce besoin, OK? Mais il n'y a aucune solution à ce besoin-là dans votre environnement. Comprenez innovation, les innovations sont contextuelles, hein? Parce que ça peut être quelque chose qui existe ailleurs, mais qui est une innovation chez vous parce que ça n'existe pas chez vous. Donc innovation, ça ne veut pas dire que c'est vous qui l'avez créé, mais c'est vous qui l'avez apporté dans cet environnement où on en a besoin et il n'existe pas. Donc, vous créez cette innovation-là. Il est plus facile d'entreprendre dans l'amélioration que dans l'innovation. L'innovation, vous avez tout à expliquer. Vous avez une pédagogie extraordinaire à faire. Vous devez faire réaliser aux gens qu'en réalité, ils ont ce besoin-là. Vous devez leur expliquer comment votre projet ou comment votre solution répond à ce besoin-là. Le client est en réalité la raison de votre projet. Dans le projet, ce n'est pas votre intérêt, c'est l'intérêt du client. Quand vous êtes dans une logique d'amélioration, il faut chercher une niche. La valeur ajoutée, ce sera dans la niche. Donc Jérôme Ribeiro, je suis président fondateur de Human AI. Donc je travaille dans l'intelligence artificielle. On travaille en Afrique, on travaille en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Et le but de Human AI, c'est d'apporter les outils, les formations à tout le monde pour prendre part à cette technologie, de démystifier aussi, d'acculturer ce qu'est l'intelligence artificielle au service de l'humanité, toujours lié au service de l'humanité, c'est notre credo. Vous êtes intervenu aujourd'hui dans la conférence. Pour vous, quel est l'intérêt pour les entrepreneurs de participer à ce genre d'événement? Déjà, le transfert d'expérience, les cas pratiques, etc. Je trouve que c'est une super initiative d'Alain Thibault. C'était très pertinent, il y avait du haut de gamme, hein. Il y avait des gens de très haut niveau. On se connaît tous, moi j'étais très content d'être parmi eux et avec eux. Et c'est très intéressant parce qu'on vous donne des cas pratiques et on va dire ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et attention à ça. Et c'est comme ça qu'on se projette en tant qu'entrepreneur. On se dit, ah ben oui, c'est vrai, il a raison, etc. De transférer nos expériences, de ce qui est bon à faire, mais de faire attention aussi à certaines choses pour ne pas aller dans le mur. Et c'est vraiment le lieu idéal pour comprendre comment mieux gérer son entreprise et pour acquérir l'expérience des autres. En disant, ah ben eux aussi sont passés par là. Ben oui, notre expérience, chef d'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la même. On a les mêmes problématiques, etc. Et c'était hyper intéressant. Donc, j'encourage tout le monde à venir pour acquérir de l'expérience. Vous allez gagner du temps grâce à ces panels qui ont un savoir-faire et un savoir-être aussi, parce qu'on est dans l'humain. Et c'est ce que j'aime beaucoup, parce que le Human AI, on est dans l'humain. Donc, ça reste d'homme à homme avec un grand H. Et ça, c'est important pour nous. Place au débat de l'entrepreneuriat. Beaucoup d'internautes nous ont posé des questions de savoir est-ce qu'il est facile ou très difficile de travailler en famille. On va répondre à cette question-là avec deux sœurs, ce sont des jumelles, les sœurs Mayenga, on va dire Elodie et Bénédicte. Merci de venir sur ce plateau de Let's Talk Business, le talk show, pour répondre à cette question-là. Comment est-ce que l'idée d'Epecook a germé, Bénédicte? Alors, l'idée de Becook a germé tout simplement parce qu'on avait l'habitude de préparer pour différents événements. Et on a eu énormément de retours, de bons retours, nous disant que voilà, nos plats étaient bons, que les gens appréciaient ce qu'on faisait. On s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette petite aventure de Becook. D'accord. Alors, Elodie, beaucoup de personnes nous ont parlé sur les réseaux sociaux. Vous travaillez en famille, vous êtes jumelles, je l'ai rappelé tout à l'heure en début d'interview. Comment est-ce que vous arrivez à travailler ensemble? Est-ce que c'est facile, c'est difficile? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes qui disent que non, c'est pas facile, c'est très compliqué? Bon, bien évidemment qu'entre sœurs, il y a des fois des mésentendus. Mais l'atout majeur, moi, je dirais que principalement, je la connais, c'est ma sœur. Donc, je connais ses points faibles, comme elle connaît aussi mes points forts. Donc, c'est aussi un atout en plus, moi, je dirais, par rapport à... C'est quoi les clés pour réussir? Déjà, principalement, nous faisons du fait maison. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui... Je rappelle que vous êtes dans le domaine de la restauration. Tout à fait. Donc, on fait du fait maison, les épices, les assaisonnements, tout est fait maison. Donc, je dirais que c'est l'ADN de Becook et c'est là où nous marquons notre différence. D'accord. Bénédicte, on a généralement
l'organisation, souvent, c'est compliqué. On est jumelles, on est sœurs, on travaille ensemble. Avec vous, qui fait quoi? Alors nous, c'est très simple. D'accord. C'est simple. Moi, je Les suis... souris en dit long. Voilà, c'est très très simple parce que moi, je suis plutôt celle qui est dans la gestion de l'entreprise de par mon corps de métier puisque je travaille dans la finance. Donc, je gère plus tout ce qui va être les aspects juridiques, l'aspect financier, l'aspect organisationnel de l'entreprise. Et Elodie va gérer vraiment toute la créativité gustative puisque dans son cerveau, il y a tellement d'idées. D'accord. Et donc, du coup, je laisse cette partie de la cuisine à Elodie. Et pendant même que tu parles, on va dire à nos téléspectateurs, je pense que pendant qu'elle parle, on voit un peu tout ce que vous produisez à l'écran. Je vois des mets qui sont très savoureux, qui sont très intéressants. Ce sont ces mets-là que vous pratiquez, que vous donnez dans les événements. Et comment est-ce que ça se passe au niveau de l'organisation des événements? Alors, généralement, ce que vous avez vu, on a une palette qui est vraiment très, très large et très diversifiée. Ce que vous avez vu, c'est vraiment une infime partie de ce qu'on propose. Donc, généralement, on va se mettre d'accord avec notre client parce que le but, c'est de satisfaire le client sur ce qu'il veut, ce qu'il attend, ses demandes. Et puis, on va réaliser en fonction de la demande du client les différentes milliardises ou les différents plats. Merci à vous. Je rappelle donc que nous étions donc dans cette première émission qui est le Let's Talk Best Business, le talk show. Les images qui sont en train de passer, ce sont des images qui illustrent un peu l'événement, les différents événements. Vous voyez là, donc on a des stands, on a des participants. C'est un événement qui est très très riche. Donc pour ceux qui ont envie de participer à l'événement, vous allez sur le site www.letstalkbestbusiness.com. Je rappelle toujours à nos téléspectateurs que l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Mizio Aaron était donc à la réalisation de cette émission. Elle était avec une grosse équipe. Donc, vous allez voir les noms défiler au bas de cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur les différentes chaînes.